Il a laissé son fils renoncer au nom de famille. L'appel de l'avocat les a anéantis. Je ne veux plus de ton nom de famille. La phrase n'est pas tombée. Elle a détonné. En plein milieu de la véranda, entourée de verreries polies, d'arrangements floraux frais et de gens qui pensaient savoir à quoi ressemblait le pouvoir. La pièce s'est figée, les fourchettes suspendues en l'air. Les conversations sont mortes en pleine phrase. Mon fils s'est levé, le dos droit et certain, me regardant droit dans les yeux. Puis est venu le deuxième coup. Mon nouveau père dit que tu es un raté. C'est l'homme que j'admire maintenant. Des rires. Deux de ses cousins par alliance à la table du fond ont ricané. L'un d'eux a applaudi. J'ai entendu quelqu'un murmurer « Merde ». Et mon ex-femme. Elle rayonnait, a incliné son verre de champagne dans ma direction comme si c'était un toast qu'elle avait porté. Ce sourire narquois est répété qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir gagné quelque chose. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas tressailli. J'ai pris l'enveloppe que j'avais apportée au cas où dans mon dossier et je l'ai posée sur la table devant Mason. Puis j'ai dévissé mon stylo, je l'ai placé doucement à côté du papier et j'ai fait glisser les deux sur la nappe. C'est très bien, ai-je dit. Signe ici, mon fils. Pas de théâtralité, pas de réprimande. Je ne lui ai pas demandé de reconsidérer sa décision. Je n'ai pas supplié ni essayé de le culpabiliser. J'ai juste attendu. Parce que je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Il a hésité une seconde, peut-être deux. Puis il a saisi le stylo et a griffonné son nom en bas de la page comme s'il autographiait un ballon de football. Ce n'était pas seulement un nom qu'il rayait. C'était toute une histoire que je lui avais bâtie, discrètement, méthodiquement, pendant des décennies. Je l'avais tenu dans la salle d'accouchement. C'est moi qui suis resté quand sa mère est partie pour cette retraite, qui s'est transformée en liaison en 2009. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo, qui ai pris un deuxième emploi pour le maintenir dans cette école préparatoire quand les marchés se sont effondrés. C'est moi qui rentrais tous les soirs, mort de fatigue, et qui m'asseyais quand même avec lui pour réviser les dictées et les fiches d'histoire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pas pour lui. Plus maintenant. Et le pire, c'est que je n'étais même pas surpris. Quelque part entre son 13e anniversaire et ce brunch, il avait cessé d'être mon fils pour commencer à devenir le sien. La voix de sa mère résonnait dans ses opinions. Sa vanité vivait dans son ambition. Même sa nouvelle coupe de cheveux, celle sur laquelle il avait insisté la semaine dernière, était un clone de celle de son nouveau mari. L'investisseur en technologie avec ses facettes dentaires stupidement blanches et son rire qui ressemblait à une alarme de voiture. L'homme qui m'appelait « Jerry » à chaque fois que nous nous croisions, même après que je l'ai corrigé 3 fois. Désolé, Gérald. C'est ça. Comme si c'était une blague. Comme si j'étais la blague. La signature de Mason reposait, ancrée et de travers sur la page, séchant encore. Merci, papa, a-t-il dit, se moquant du mot. Je veux dire, Gérald. J'ai plié le papier, les glissé de nouveau dans l'enveloppe et les rangé dans la poche de ma veste. Puis j'ai levé mon verre. À Mason, ai-je dit d'un ton égal. Puisses-tu obtenir tout ce que tu viens de demander? Certains ont ri, d'autres ont grimacé. Un des cousins par alliance a dit « Ouah » à voix basse. Mais ça n'avait pas d'importance. La ligne avait été franchie, non seulement à l'encre, mais dans le sang. Et la beauté de la chose, c'est que Mason n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Aucun d'entre eux ne le savait. Voyez-vous, il y a une raison pour laquelle j'ai apporté une renonciation à l'héritage. Non par mesquinerie, mais parce que je savais. Je l'ai su à la seconde où j'ai entendu que Mason commençait à appeler son beau-père, papa, à ses amis. Je l'ai su quand elle a repris son nom de famille 2 semaines après que l'encre des papiers du divorce a séché. Je l'ai su quand Mason a cessé de répondre à mes messages, mais a commencé à taguer sa nouvelle famille dans chaque publication Instagram. Ce n'était pas une phase. C'était une campagne. Et ce brunch, c'était leur petite parade de la victoire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ne devineraient jamais, c'est que j'ai passé 40 ans à construire non seulement un héritage, mais un système, un cadre juridique, une forteresse déguisée en jardin. Tout cela lié par un seul fil, le nom. Tu portes le nom, tu portes la clé. Tu abandonnes le nom, la porte se ferme derrière toi pour toujours. Et maintenant, grâce à cette petite performance, la porte venait de claquer. Je me suis levé,
j'ai boutonné ma veste, j'ai quitté le brunch sans prendre de dessert. Au fait, si vous écoutez toujours et que vous n'êtes pas abonné, faites-moi une faveur et cliquez sur ce bouton. Plus de 90% d'entre vous ne le sont pas. Et honnêtement, ça aide plus que vous ne l'imaginez. Ça permet aux histoires de continuer, ça motive l'équipe, et ça rappelle à des gens comme moi que la vengeance tranquille a toujours un public. De retour à la maison, je me suis versé un scotch. Sans rien pour l'accompagner, sans musique, juste le silence d'une maison enfin libérée de bruits de pas en écho qui n'avaient jamais vraiment appartenu à cet endroit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas maudit. J'ai ouvert le coffre-fort, j'ai sorti la charte familiale et je suis allé à la clause 17.4. Mason pensait m'avoir exclu de sa vie. Il n'avait aucune idée que je venais de l'exclure de l'avenir. La maison était silencieuse de cette manière que seule une isolation coûteuse et la solitude peuvent procurer. Pas de craquement, pas de poutre qui se tasse, juste le faible bourdonnement de l'horloge de grand-père dans le couloir et l'aboiement lointain occasionnel du chien d'un voisin. Je me suis versé un deuxième verre, non par habitude, mais pour la cérémonie. Certains moments exigent un rituel. C'en était un. J'ai pris le dossier de la poche de ma veste et je l'ai posé à plat sur le bureau. La signature de Mason était là, fière et provocante, presque arrogante, inclinée vers la gauche comme s'il était pressé d'en finir. Je l'ai regardé longuement, non pas parce que je doutais de la prochaine étape, mais parce que je voulais me souvenir avec quelle facilité tout s'était effondré. Cette signature n'était pas symbolique. Je m'en étais assuré en rédigeant la renonciation avec mon équipe juridique 3 ans plus tôt, à peu près au moment où j'ai remarqué que Mason utilisait moins mon nom et appelait de plus en plus son nouveau mari, le vrai soutien de famille. J'avais observé en arrière-plan ma présence devenir facultative, puis gênante, puis effacée. Mais je n'avais pas réagi, pas publiquement. Au lieu de cela, j'avais ajusté l'architecture. La clause 17.4 était obscure à dessein. Enfouie au plus profond de la charte familiale. Elle avait été initialement rédigée par mon grand-père pendant la guerre de Corée. À l'époque, c'était un mécanisme pour renier les déserteurs, au sens littéral. Je l'ai retravaillé avec un langage moderne et des équivalents numériques. Je l'ai réintégré dans le trust sous une révision intitulée « Protocole d'alignement des bénéficiaires ». J'ai pris le téléphone fixe, pas le portable, le fixe. Certains appels ne devraient pas vivre dans des historiques sur le cloud. La première sonnerie était à peine terminée qu'un clic s'est fait entendre. Gérald. La voix de mon avocat spécialisé en succession est parvenue, alerte mais calme. Cet homme m'a accompagné à travers 2 audits, un litige de contrat fédéral, et une situation très délicate impliquant la clause de désintoxication d'un cousin. Je veux activer la clause 17.4, ai-je dit. Avec effet immédiat. Il y a eu une pause, une vraie, pas un bégaiement, juste une pause où l'on pouvait entendre quelqu'un ouvrir un dossier dans sa tête. Puis il a expiré. Gérald, cela le déshérite rétroactivement. Cela annule toutes les allocations détenues, l'éducation, les soins de santé, même les rôles cérémoniels. Vous le savez? Oui, ai-je répondu en fixant le M en boucle de Mason. C'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas argumenté, a juste dit, compris. Je vais lancer la séquence. Souhaitez-vous informer vous-même le conseil consultatif ou dois-je m'en charger? Occupez-vous-en, discrètement. Je rédigerai une lettre de suivi pour le conseil de famille. Rien de dramatique. Reçu. Il a raccroché. Pas de platitude, pas de condoléances, juste de l'exécution. Je me suis tourné dans mon fauteuil et j'ai regardé le mur où était accroché le croquis original de l'arbre généalogique, dessiné à la main, encadré en noyer. Il était là depuis avant la naissance de Mason. Son nom, comme les autres, était brodé sur une bande dorée sous sa branche. Je l'ai décroché du mur. Non pour le détruire. Je ne détruis pas l'histoire. Mais certains artefacts appartiennent aux archives, pas à l'exposition. J'ai ouvert le dossier crypté sur mon ordinateur et j'ai commencé à déplacer les fichiers de bénéficiaires de Mason dans le répertoire inactif. Chaque clic ressemblait à une pelle heurtant la terre. Fonds pour l'université révoqué. Accès aux soins de santé suspendus. Succession de propriétés résiliées. Il était entré dans ce brunch en pensant marquer des points sur les réseaux sociaux. Ce qu'il avait réellement fait, c'était activer une clause si ancienne que l'encre dessus datait d'avant le Bluetooth. La beauté de la clause 17.4 n'est pas qu'elle déshérite la personne. C'est qu'elle réécrit la carte de l'héritage.
Il n'y a pas d'appel, pas de renégociation. Elle se verrouille. Et une fois qu'elle se verrouille, chaque branche liée à ce nom devient un membre mort dans la structure juridique. Pas de flux de fonds, pas de résidus, pas même d'invitation cérémonielle. Masson, sans le savoir, ne s'était pas seulement exclu. Il avait renoncé à tout ce qui était lié à l'identité juridique de cette lignée. Parce que c'est ce que j'ai passé des décennies à construire. Pas un fonds, pas une maison. Une grille d'héritage. Une qui ne plie pas aux sautes d'humeur ou aux textos d'excuses. Il était dehors. Et voici le clou du spectacle. Légalement, je ne l'ai pas renié. Il s'est renié lui-même, avec une signature, en public. Avec témoin. Volontairement. Ses amis l'ont même enregistré, pensant que ça deviendrait viral. L'un d'eux a légendé, mon pote divorce de son père au brunch MDR. Je l'ai sauvegardé dans mon dossier de preuves. Ça aiderait si jamais cela devenait contesté. Ça n'arrivera pas, mais j'aime les sauvegardes. J'ai fermé l'ordinateur portable, verrouillé le tiroir à dossiers, éteint la lumière. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Un enfant ne doit pas la loyauté à un parent, mais il devrait comprendre la valeur d'un nom avant de le jeter. Masson pensait brûler un pont. Il n'a pas réalisé que c'était le seul qui menait à son avenir. La cascade n'a pas commencé par un appel téléphonique ou une dispute. Elle a commencé par une mise à jour silencieuse sur un serveur sécurisé. À 9h03 précise le lendemain matin, je me suis connecté à la plateforme de gestion de patrimoine, une forteresse bâtie avec une authentification à 3 facteurs, des codes rotatifs et une sauvegarde à froid dans un coffre-fort au Nevada. Mon empreinte digitale confirmée, ma rétine confirmée, ma phrase de passe, le nom perdure, confirmé. Je me suis rendu au module de structure des bénéficiaires. Il était là. Masson Elliott Caldwell. Statut, actif. Une seule touche. Modifier. Le système a demandé, mettre à jour le statut du bénéficiaire. J'ai sélectionné dans le menu déroulant, d'actif, A, nul en raison de la clause 17.4 de renonciation volontaire au nom. Une icône de drapeau rouge est apparue à côté de son nom, un avertissement qui ne pouvait être ignoré. J'ai cliqué sur « Enregistrer ». Boîte de dialogue de confirmation, cette action ne peut pas être annulée. J'ai entré le mot de passe de dérogation principal, celui que mon avocat m'avait fait mémoriser et ne jamais écrire. J'ai appuyé sur Entrée. Fait. Juste comme ça, Masson a cessé d'exister à l'intérieur de l'univers juridique que j'avais bâti. Pour le monde extérieur, il était toujours un diplômé du secondaire avec 218 000 abonnés et une admission en attente dans une université d'État avec une bourse d'héritage. Mais pour le trust familial, il était un fantôme, un nom qui ne correspondait plus, une non-entité. La clause sur le nom de famille n'était pas performative. Elle était fondamentale. Chaque document lié à notre patrimoine, des parcelles de terrain au droit de vote en entreprise, exigeait un alignement actif avec le nom Caldwell. La renonciation publique de Masson, attestée et documentée, avait déclenché le pare-feu algorithmique intégré dans la logique du trust. Et contrairement aux gens, les systèmes ne pardonnent pas. Cela ne s'est pas arrêté à l'héritage. La cascade s'est propagée comme une infection silencieuse. La propriété du lac, techniquement sous une entité holding dont les statuts n'autorisent que les titulaires de titres de lignage à accéder ou à co-signer des retraits, ces autorisations révoquées. Les artefacts de la famille Caldwell, y compris les médailles de guerre du grand-père et les textes de loi de première édition transmis sur 5 générations, marqués comme inéligibles au transfert. La bourse de la fondation Caldwell, où Masson était le prochain sur la liste pour une bourse complète, signalée et retirée par les fiduciaires. La clause stipulait clairement, réservée aux descendants en nom et en acte. Les droits de vote dans Caldwell Holdings Incorporated. Masson n'en avait aucune idée, mais il devait recevoir une part de vote passive de 3,5% à son 21e anniversaire, disparu. Transféré de nouveau au fonds de réserve de l'héritage. Tout était automatisé, tout était hermétique. Vers 10h17, le système a généré une notification, vous avez mis à jour avec succès l'alignement de votre patrimoine. Les membres du conseil consultatif seront informés. J'ai expiré, non par soulagement, mais par confirmation. Il n'y avait aucune joie là-dedans. Je ne célébrais pas une victoire. Je coupais le disjoncteur dans une maison qui n'avait plus besoin de rester allumée. Masson pensait que les noms étaient une question d'ego. Il n'a pas compris qu'ils étaient une infrastructure. À 11h42,
j'ai reçu un message du conseiller juridique général du Trust. Court, clinique, précis. Conformément à votre directive, l'activation de la clause 17.4 a maintenant été propagée à toutes les structures liées. La renonciation de Mason Caldwell est légalement reconnue comme un abandon de droit. À compter de cet horodatage, il ne détient aucun statut de bénéficiaire résiduel. Sa non-concordance d'identification légale le rend incompatible avec tous les protocoles de verrouillage par nom de famille. Aucune autre action n'est requise à moins que le protocole d'inversion ne soit initié. Requiert le vote complet du Conseil plus l'approbation unanime du Conseil de famille. Unanime. Il n'y a pas d'unanimité quand on construit une structure sur la fierté et les règles. C'était le but. J'ai fermé l'ordinateur portable, mais le travail continuait en coulisses. Des messages automatisés aux partenaires externes du patrimoine ont commencé à être mis en file d'attente. Comptables, gestionnaires immobiliers, agents de liaison éducatifs, conservateurs du patrimoine, tous recevant la même mise à jour silencieuse, Mason Caldwell n'est plus reconnu. À 14 heures, l'un des historiens de la famille avait déjà archivé son nom dans la section des descendants non alignés. Sa photo, autrefois destinée au prochain arbre généalogique imprimé, a été remplacée par un espace réservé, entrée révoquée par clause de renonciation. Je suis sorti, je me suis tenu dans le jardin et j'ai regardé le vent onduler à travers les haies que j'avais plantées il y a 20 ans, quand Mason était encore en couche. Je me souviens lui avoir appris à tailler les rosiers, à lasser ses chaussures, à ouvrir un portail avec un loquet caché sous le panneau latéral. Il avait oublié chaque leçon que je lui avais donnée. Mais je n'avais oublié aucune mesure de sécurité. Le patrimoine, l'héritage, toute la machinerie de la mémoire et de la richesse. Je ne l'ai pas construite par amour. Je l'ai construite pour durer. Et cela signifiait savoir quand verrouiller les portes, même si cela signifiait les verrouiller derrière son propre sang. La première publication est apparue à 19h12. Une photo filtrée, bien sûr. Mason assis sur le capot de l'escalade de son beau-père, un pied posé sur le pare-choc comme s'il venait de gagner quelque chose. Légende, enfin débarrassé de ce nom de raté. Ça fait du bien. Tout en majuscules, 2 émojis de poing, une couronne. Les commentaires ont afflué rapidement. Certains de ses amis de l'école l'encourageant avec des W et des émojis de feu. Quelques filles de sa classe de médias ont ajouté des cœurs et des « tu mérites mieux de toute façon ». Et puis, bien sûr, son commentaire à elle, 3 cœurs rouges. Pas de mots, juste de l'approbation. J'ai regardé la scène se dérouler depuis mon bureau, l'écran projetant une faible lueur dans ma pièce autrement sombre. Je n'ai même pas eu besoin de faire défiler. L'algorithme me l'a apporté. J'étais toujours tagué dans certaines des anciennes photos de famille, celles qu'il n'avait pas encore effacées de son fil d'actualité. Nous étions toujours connectés, techniquement. Mais émotionnellement, ce pont était en cendres depuis des jours. 2 heures plus tard est venue la deuxième publication. Une photo mise en scène de Mason marchant à côté de son beau-père sur un terrain de golf. Polos identiques, même coupe de cheveux courte, sourire narquois assorti comme une publicité pour de la bière qui aurait mal tourné. La légende était une leçon de maître en arrogance non méritée, fier de prendre son nom de famille bientôt. Le respect, ça se mérite. Encore une fois, la même tempête de soutien. Mais en dessous, niché entre les acclamations et les émojis, il y avait autre chose, quelque chose de plus froid. Un cousin éloigné a écrit, c'est le même gars qui a manqué ton anniversaire 3 années de suite. Un autre parent plus âgé a simplement commenté, waouh. Pas de ponctuation, juste, waouh. On pouvait sentir le malaise commencer à s'infiltrer, comme de l'eau sous une porte. Mais Mason n'a pas remarqué, ou ne s'en souciait pas. Peut-être les deux. Il était trop occupé à se prélasser dans sa propre déclaration. Il pensait que c'était le moment où il sortait enfin de mon ombre. Il n'avait aucune idée qu'il venait de sauter d'une falaise. Ce que Mason ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ces mêmes publications étaient maintenant taguées, archivées et horodatées sur le serveur juridique du patrimoine sous la rubrique « Preuve de renonciation volontaire, affirmation sociale ». Cela semble bureaucratique, je sais, mais ce n'était pas de simples crises de colère numérique. C'étaient des reçus légaux. La clause que nous avions déclenchée n'était pas que du papier. Elle exigeait une confirmation publique démontrable de la renonciation au nom pour que la séparation soit hermétique lors d'un audit fiduciaire. Et Mason, béni soit son petit cœur orgueilleux, nous en avait donné 2 en moins de 24 heures. Volontaire,
public, célébré. Son beau-père l'a même partagé sur son LinkedIn avec un baratin sur la fusion des familles par l'amour et le leadership. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'en voulais même pas à ce type. Il n'était pas une menace, juste un miroir. Un miroir dans lequel Mason a regardé et qu'il a pris pour une fenêtre. Sa 3e publication est arrivée à minuit. Une image en noir et blanc de Mason en bas âge me tenant la main, recadrée de sorte que mon visage était hors du cadre. Légende, grandir, c'est laisser partir ce qui n'a jamais été réel. Cœur brisé, étincelle. Elle a obtenu plus de 300 j'aime. J'ai regardé cela, sans émotion. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal, quelque part sous l'acier. Mais parce que cela expliquait enfin tout. Ce n'était pas une trahison. C'était une révélation. J'avais toujours soupçonné que le cœur de Mason penchait de son côté. J'avais ignoré les indices discrets. La façon dont il levait les yeux au ciel quand je mentionnais l'héritage. Le fait qu'il n'ait jamais posé de questions sur l'entreprise pour laquelle je le préparais. La fois où il a dit à son ami, assez fort pour que je l'entende, que les costumes sont pour les gens qui ont atteint leur apogée à 40 ans. Ce que je regardais maintenant n'était pas seulement un rejet. C'était la confirmation que tout ce que je craignais qu'il puisse devenir, il l'était devenu. Et non seulement il l'était devenu, mais il le célébrait. Et pour moi, c'était suffisant. Non pas pour pardonner, mais pour cesser de douter. C'est drôle comme les gens pensent que le silence équivaut à la défaite. Ils publient plus fort, se vantent davantage, pensant marquer un point invisible. Mais le silence n'est pas une reddition. C'est de la surveillance. J'ai tout capturé, tout téléchargé sur le serveur juridique avec vérification par hachage. Nous avions ce dont nous avions besoin. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque hashtag. Ce n'était plus des souvenirs. C'était des pièces à conviction. La preuve que ce n'était pas une erreur. C'était sa décision, son choix, et c'était définitif. La première secousse a frappé discrètement. Pas d'explosion, pas de grande annonce, juste une petite bannière d'avertissement rouge en haut du portail d'aide financière de l'université de Mason. Votre éligibilité à la bourse a été révoquée en raison d'un changement de statut. Veuillez contacter votre administrateur de fonds pour clarification. C'est tout. Pas d'explication, pas de détail des chiffres, juste un avis système qui aurait tout aussi bien pu dire « bonne chance ». Il a rafraîchi la page 3 fois. C'est déconnecté, c'est reconnecté. Même résultat. La bourse d'héritage Caldwell, celle que nous avions créée il y a des années dans le cadre d'un fonds éducatif structuré pour les descendants de la lignée, avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le portail affichait maintenant un solde de 42 800 $ pour le semestre à venir. Mason a fixé l'écran, puis a ouvert un nouvel onglet et a cherché « Bug révocation bourse ». Comme si Google pouvait annuler ce qu'il avait signé. Il a appelé le bureau de l'université. Messagerie vocale. Il a appelé la ligne d'aide financière. Musique d'attente, puis rien. À la 4e tentative, il faisait les 100 pas dans la pièce, vérifiant son signal Wi-Fi comme si c'était le problème, comme si une mauvaise réception pouvait causer ce genre d'effondrement. Finalement, il a appelé sa mère. C'est probablement une erreur, a-t-elle dit nonchalamment, un verre de 21 ans en arrière-plan. Ces portails sont un bazar à cette période de l'année. Je vais parler à quelqu'un. Mason s'est calmé temporairement, car c'est ça, l'ignorance. C'est une drogue réconfortante. Elle vous anesthésie jusqu'à ce que le scalpel coupe trop profondément. 3 heures plus tard, elle a reçu l'appel. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Elle a répondu sur haut-parleur, encore à moitié distraite par ce qu'elle remuait sur la cuisinière. Ici Deborah Caldwell. Une pause, puis une voix familière. Madame, est venu le ton mesuré de mon avocat. Je dois vous parler d'un document que votre fils a signé la semaine dernière. Elle s'est raidie. Pardon, qui est-ce encore? Michael Petro, conseiller principal du patrimoine et du Trust Caldwell. La clause 17.4 a été déclenchée lors de la signature. J'appelle pour m'assurer que vous comprenez ce que ce document impliquait. Il y a eu un temps, le bruit du brûleur qui s'éteint. Clause quoi? Clause 17.4, a-t-il répété. Renonciation volontaire au nom. Selon les termes de la charte familiale, la signature de votre fils a annulé son éligibilité à tous les avantages,
financiers ou autres, administrés sous le nom de Caldwell. Cela inclut la bourse d'héritage Caldwell. Attendez, non, c'est son fonds pour l'université. C'est bloqué. Ça a déjà été approuvé. Vous ne pouvez pas juste. Respectueusement, l'a-t-il interrompu, sa voix de granit. La renonciation volontaire de votre fils au nom de famille Caldwell constitue une dissociation légale de la lignée familiale, comme indiqué dans le trust. La clause 17.4 est contraignante. Il n'y a pas de processus d'appel pour les bénéficiaires qui annulent leur propre éligibilité par des moyens volontaires. Je voulais simplement vous faire la courtoisie d'une explication directe avant que le conseil consultatif n'émette la lettre officielle. Silence. À l'autre bout du fil, on pouvait presque entendre la couleur quitter son visage. Vous voulez dire que vous allez vraiment jusqu'au bout avec ça? C'est déjà fait, madame. Un autre silence. Puis l'appel s'est déconnecté. Elle n'a pas raccroché. Elle a laissé tomber le téléphone. Mason se tenait à proximité, reconstituant ce qu'il pouvait de la seule expression de sa mère. La confiance suffisante qu'il avait affichée toute la semaine, l'allure d'un garçon enfin libéré du nom de son père, a commencé à se fissurer. Pour la première fois depuis ce brunch, je soupçonne qu'il a senti quelque chose se nouer au fond de son estomac. Pas seulement de la peur. Des conséquences. Ils avaient joué le jeu comme un coup de pub, comme un geste symbolique. Mais le trust n'était pas symbolique. C'était une machine. Et une fois que vous tiriez le mauvais levier, les engrenages ne grinçaient pas. Ils tournaient. Froid, rapide, irréversible. Cette nuit-là, Mason a envoyé un email à l'université, puis un autre, puis 3 de plus. Il a rappelé, cette fois en laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Il a même posté sur un forum étudiant, demandant si quelqu'un d'autre avait perdu sa bourse en raison d'un problème de nom de famille. Pas de réponse, pas même de j'aime de pitié. À 2h17 du matin, il m'a envoyé son premier texto en plus de 6 mois. Et, on peut parler? Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'appréciais le silence, mais parce qu'il n'était plus le mien. Il appartenait au système dont il s'était volontairement retiré. Ils sont arrivés juste après midi. Un duo mère-fils essayant de masquer leur urgence sous une préoccupation décontractée. Mason était assis sur le siège passager de la BMW louée par sa mère. Bras croisés, mâchoire serrée, faisant défiler sans but son téléphone. Déborah conduisait comme si elle était en retard à un déjeuner auquel elle n'était pas invitée. Prise serrée, virage court, pas de musique. Pour une fois, aucun d'eux ne narrait sa vie sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien de performatif dans ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Le portail se dressait devant eux. De hautes barres de fer qui signifiaient autrefois la sécurité, ressemblant maintenant plus à un verdict. Déborah a appuyé sur le bouton d'appel du clavier. BZZZ. Pas de réponse. Elle a réessayé. Toujours rien. Elle a tapé l'ancien code du portail. Le clavier a clignoté en rouge. Accès refusé. Qu'est-ce que c'est que ce B, a-t-elle marmonné. Mason s'est penché en avant, la regardant le taper à nouveau, plus lentement cette fois, comme si les chiffres pouvaient répondre à la politesse. Même lumière rouge. Elle a essayé un deuxième code, puis un troisième. Chaque rejet semblait plus fort que le précédent. Finalement, elle est sortie de la voiture et s'est approchée de nouveau de l'interphone, appuyant et maintenant le bouton. Gérald. Sa voix était sèche. C'est moi, Déborah. Nous devons parler. Rien. Elle a regardé par-dessus son épaule vers Mason, qui avait maintenant l'air de vouloir disparaître dans son siège. Je sais que tu es à la maison. C'est ridicule. Le portail n'a même pas fait de bruit. Le silence se moquait d'elle. Juste à ce moment-là, la porte latérale s'est entr'ouverte. Pas la principale. C'était l'ancienne entrée de service, nichée près des arbustes. Une voisine âgée est sortie, promenant un petit chien jappeur portant un bandana qui disait « Sauvez-moi ». « Oh, bonjour », a dit rapidement Déborah, sa voix passant en mode social comme un réflexe. Gérald est-il à l'intérieur? Nous n'arrivons pas à le joindre. La voisine n'a pas souri. Il a déménagé. Cette simple phrase lui a coupé le souffle. Quoi? Il a déménagé? La femme a répété, en attachant la laisse du chien. Il a dit qu'il faisait quelques changements,
des questions de confidentialité ou quelque chose comme ça. N'a pas dit où. Mason a penché la tête par la fenêtre de la voiture. Déménager, comme dans un party? Ouais, a haussé les épaules la femme. Un grand camion de déménagement. Est venu le week-end dernier. Une équipe discrète. A même enlevé le mât du drapeau. L'endroit est vide depuis. Déborah a cligné des yeux, essayant de faire le calcul. Mais toute sa vie est ici. La femme l'a regardé avec une sorte de pitié polie. Plus maintenant. Puis elle s'est éloignée. Déborah a fixé la maison. Les haies étaient taillées. La pelouse toujours parfaite, les fenêtres fraîchement lavées. Mais elle ne semblait pas habitée. Elle ressemblait à une maison témoin, une exposition de musée pour une famille qui n'existait plus. Mason est sorti de la voiture et s'est approché du portail principal, agrippant les barres de fer à deux mains comme un adolescent dans une scène de prison. Il a regardé la maison, sa maison autrefois. L'endroit où il avait passé les vacances, les étés, et d'innombrables disputes sur les couvre-feux et les notes. Où Gérald lui avait appris à poncer le bois dans le garage, où le vieux chien Clové aboyait comme un diable chaque fois que les arroseurs se mettaient en marche. Disparu. Tout. Pas de courrier dépassant de la porte. Pas de carton laissé derrière. Même les carillons éoliens avaient été enlevés. Il a secoué le portail. Rien n'a bougé. Il a regardé sa mère. As-tu son nouveau numéro? J'ai un numéro, a-t-elle marmonné en faisant défiler son téléphone, mais il ne répond pas. Mason a essayé d'appeler aussi. Directement sur la messagerie vocale. Il a envoyé un autre texto. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. Pas de réponse. Allons voir derrière, a dit Mason, marchant déjà. Peut-être que l'ancien portail est déverrouillé. Il ne l'était pas. En fait, il avait disparu. Le chemin arrière avait été scellé par une nouvelle clôture de confidentialité. Du bois épais, 3 mètres de haut, pas de loquet de l'extérieur. Ça avait l'air cher, et permanent. Alors qu'il se tenait là, l'air inutile, une camionnette de livraison s'est garée dans l'allée du voisin. Le chauffeur les a regardés, puis le portail, puis de nouveau eux. Quoi qu'il pensait, il ne l'a pas dit. Il est juste passé comme s'ils étaient invisibles. Déborah a expiré brusquement, se frottant les tempes. Il fait ça exprès. Mason n'a pas répondu. Parce qu'au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de mesquinerie. Gérald n'était pas ce genre d'homme. Il ne se déchaînait pas, ne criait pas, ne sabotait pas. Il supprimait. Il se retirait, silencieusement, complètement, et ne laissait aucune corde à tirer. Il n'y avait pas d'adresse de réexpédition, pas d'assistant à supplier, pas de faille à exploiter. Seulement un portail fermé et un héritage verrouillé. La fête de fiançailles était censée être une célébration. C'est du moins ainsi qu'elle était présentée. Une terrasse sur le toit surplombant la marina, des guirlandes lumineuses se balançant dans la brise, un bar-traiteur bourdonnant de rires polis et de vin cher. Les gens se mêlaient en blazer kaki et robes d'été, parlant de fusion, de mariage et d'école privée comme s'ils appartenaient tous au même club silencieux d'isolation générationnelle. Mason est arrivé en retard, traînant les pieds derrière sa mère comme un chien qui aurait senti quelque chose de désagréable sans tout à fait comprendre ce que c'était. Sa chemise était froissée, pas de cravate, des baskets au lieu de chaussures de ville, l'allure de quelqu'un qui était autrefois attendu, mais qui était maintenant simplement toléré. Pourtant, les gens ont hoché la tête en le voyant. Ils étaient polis. On lui a offert un sourire brutal. Un cousin lui a fait signe de la main sans le regarder dans les yeux. Tout le monde savait que quelque chose s'était passé. Il ne connaissait simplement pas encore l'ampleur. Jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Elle a été remise à Mason par un homme qu'il ne reconnaissait pas. La cinquantaine, chemise en lin pressé, portant le badge de « représentant légal externe », comme une cicatrice sur sa poitrine. Il n'a pas dit un mot, a juste tendu l'enveloppe comme si c'était une facture que Mason avait oublié de payer. Mason l'a regardé, confus. Qu'est-ce que c'est? L'homme n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Déborah a essayé de l'intercepter. Attendez, qui a autorisé? Mais l'homme était déjà parti, disparaissant dans la foule comme du brouillard sous un projecteur. Mason a ouvert l'enveloppe, en a sorti le contenu, et le monde s'est simplement arrêté. D'abord,
une photocopie du formulaire, le même qu'il avait signé au brunch. Sa signature toujours arrogante, toujours en diagonale, maintenant surlignée en rouge. Deuxièmement, une liste soigneusement dactylographiée, précise, sans émotion, comme une nécrologie rédigée par un avocat. À la date de la signature. Révoqué, bourse d'héritage Caldwell. Révoqué, droit de vote de la lignée dans Caldwell Holdings, UNC révoqué, accès à la propriété du lac de la famille Caldwell et au titre de propriété. Révoqué, statut d'héritier en vertu de la charte de la famille Caldwell. Révoqué, statut de bénéficiaire désigné dans toutes les entités de trust détenues par Caldwell. Révoqué, droit de sépulture dans la concession familiale Caldwell, section B, chaque point aurait pu être une balle en pleine poitrine. Les mains de Mason tremblaient en le lisant. En bas, une note manuscrite, pas dactylographiée. Le sang compte, mais les noms portent le poids. Tu as donné le tien. Pas de signature. Pas besoin. Le visage de Déborah est devenu blême. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer. Ses yeux se sont tournés vers le bar, vers la sortie, vers les membres les plus âgés de la famille assis près de la scène. N'importe où, sauf vers Mason. Un silence a commencé à s'installer dans le groupe. Les gens ont remarqué. Quelqu'un a demandé, c'est vrai? Un autre a chuchoté, est-ce qu'il a été exclu? Le futur marié, ce pauvre diable, a essayé de changer de sujet en portant un toast à sa fiancée. Personne n'a levé son verre. Puis, sans un mot, le grand-père de Mason, le père de Gerald, le patriarche originel des Caldwell, qui parlait rarement mais dont la présence avait encore le poids d'un marteau de juge, s'est levé de sa chaise. Il n'a rien dit, n'a pas regardé Mason, a juste traversé la terrasse, passé la foule, passé les lumières, et est parti. Pas d'adieu, pas de signe de tête, juste une sortie silencieuse et permanente. Et à ce moment-là, Mason a finalement compris la différence entre être expulsé d'une fête et être expulsé d'une lignée. Il a essayé d'en rire. Je suppose que je suis libre maintenant, non? Mais sa voix est sortie brisée. Une toux sèche et pathétique, une blague que personne n'a même fait semblant d'entendre. Les gens ont commencé à s'éloigner. Les conversations ont repris, mais aucune n'incluait Mason. Il est devenu une pièce d'exposition, quelque chose à regarder, puis à oublier. Déborah se tenait à côté de lui, figée. Sa main planait dans son dos, ne sachant s'il fallait le réconforter ou se protéger. Il a fourré les papiers dans l'enveloppe, en a froissé le coin. Ne savait pas quoi en faire. Son nom était toujours le sien, techniquement. Mais pas légalement, pas historiquement, pas là où ça comptait. Pour la première fois, Mason a regardé autour de la pièce et a réalisé qu'il ne faisait plus partie de la famille. Il n'était qu'un invité. Ça ne s'est pas produit d'un seul coup. Ça aurait été plus facile à digérer. Une grosse explosion, une chute spectaculaire. Mais le véritable exil, c'est plus silencieux. C'est le retrait lent d'une chaleur que vous ne réalisiez pas qu'elle vous soutenait. La première chose que Mason a remarqué, c'est le silence. Pas sur les réseaux sociaux, ça bourdonnait encore avec des photos recyclées de lui et de son beau-père, des vidéos du brunch, des applaudissements, toute la bravade d'avant. Mais le vrai silence. Celui qui apparaît dans les notifications qui ne viennent pas tant Lassie n'a pas envoyé de texto après la fête de fiançailles comme elle le faisait habituellement avec ses longs mémos vocaux. Oncle David, qui avait promis d'aider Mason à décrocher un stage d'été dans son cabinet comptable, a soudainement cessé de répondre aux appels. Le même cousin qui le taguait dans chaque mème stupide, famille contre extérieur, l'a complètement désabonné. Au début, Mason a pensé que c'était la fête. Peut-être que la remise de l'enveloppe avait juste mis les gens mal à l'aise. Il s'est dit que ça passerait, que c'était juste la vieille génération qui était dramatique, que tout le monde savait que les drames familiaux étaient du théâtre, pas la loi. Mais ensuite, il a ouvert ses emails. Objet, mise à jour de la gouvernance de la start-up. De la part de Dylan Caldwell, son cousin au second degré. Salut Mason, j'espère que tout va bien. Après examen interne, le conseil a voté pour restructurer les rôles au sein du fonds. Dans ce cadre, nous avons réaffecté ton siège d'observateur. J'apprécie ton énergie au début et je te souhaite bonne chance pour la suite. Pas d'appel téléphonique, pas de préavis. Juste supprimé. La start-up était petite, certes, juste un fonds d'amorçage familial explorant les technologies vertes, mais Mason en faisait partie depuis le début. Il avait aidé à choisir le nom.
il avait conçu la première présentation sur son ordinateur portable en terminale. Et maintenant, il était juste parti. Pas de vote, pas de voix, pas d'accès. Il a transféré l'email à sa mère avec pour objet, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Elle n'a pas répondu pendant 6 heures. Quand elle a finalement répondu, c'était un seul mot, oui. Le même jour, son anniversaire est passé. Pas un texto, pas une carte. L'année précédente, il avait reçu 17 messages avant midi. 2 d'entre eux de parents qu'il n'aimait même pas. Cette année, juste un commentaire de quelques amis du lycée disant « J'espère que c'est une bonne journée, King Couronne ». Personne du côté Caldwell ne l'a même reconnu. Le vrai coup de poing est venu au dîner 3 jours plus tard, quand son beau-père a finalement rompu le silence. Il mangeait du saumon grillé, l'un des rares repas que Mason aimait encore à la maison, et l'air était épais depuis des jours. Mason avait fait les 100 pas, boudé, attendant que quelqu'un aborde le sujet. Alors, il a dit nonchalamment, en piquant ses asperges, « Je suppose que les Caldwell m'ont vraiment coupé les ponts. » Le beau-père n'a pas levé les yeux, a juste mâché, avalé, puis a dit, « On dirait bien. » C'est tout. Pas de défense, pas de soutien, pas de plan. Juste une confirmation. Il n'a pas dit, « On va arranger ça », ou « Ils reviendront sur leur décision », ou même, « C'est dur ». Il a juste hoché la tête, siroté son vin et continué à manger comme si Mason avait posé une question sur la météo. Ça a frappé Mason comme une gifle. Parce que jusqu'à ce moment, il croyait, profondément, que son beau-père était son parachute de secours, que si les Caldwell le rejetaient, il aurait un nouveau système familial prêt à le rattraper. Mais il n'était pas non plus de leur famille. Il était un levier, une image, un symbole sur des photos Instagram et des biographies familiales. Et maintenant que le poids de son nom Caldwell s'était évaporé, son utilité aussi. Au cours de la semaine suivante, Mason a essayé de renouer des liens. Il a envoyé un texto à 3 cousins. Un seul l'a lu. Il a appelé sa marraine. Messagerie vocale. Il a même essayé de taguer Gérald sur une photo de 2016, avec la légende « Toujours fier de tout ce que tu m'as appris ». Le tag n'a pas tenu. Gérald l'avait soit désactivé, soit bloqué. Il a regardé son propre nom de famille, toujours Caldwell sur le papier, mais creux maintenant. Comme porter le badge d'une entreprise qui n'existe plus. Vous pouvez dire que vous y travaillez, mais la carte d'accès n'ouvre aucune porte. Il a finalement compris ce que cette note signifiait. Le sang compte. Mais les noms portent le poids. Personne n'était plus en colère. Personne ne criait. Ils ne le punissaient pas. Ils avaient simplement accepté qu'il avait choisi de partir. Et donc, ils l'ont laissé faire. Il m'a trouvé en train de tailler des rosiers. Pas métaphoriquement, littéralement. J'étais debout sous une pergola dans le coin nord-est de la réserve botanique d'Ashton, portant des gants et un chapeau à large bord qui avait connu de meilleures décennies, coupant quelques grimpantes trop zélées avant qu'elles n'envahissent le treillis. Badge de bénévole épinglé à ma chemise, le soleil dans mon dos, un sécateur à la main. Je savais qu'il était là avant qu'il ne parle. Ce pas lourd et inégal, cette pose de quelqu'un qui rassemble le courage de dire quelque chose qu'il n'a pas assez répété. Papa. Je ne me suis pas retourné. Papa, il a dégluti. S'il te plaît. J'ai continué à tailler. Un coup de sécateur. 2. Le silence l'a forcé à le combler. Je ne pensais pas que ça signifierait tout ça. J'étais juste en colère. Maman a dit. Il s'est arrêté. C'est recalibré. C'était un moment. Juste un stupide moment. Maintenant, je me suis retourné lentement. Pas de manière dramatique. Juste assez pour lui faire face. Il avait l'air plus âgé. Pas dans les rides de son visage, mais dans la façon dont il se tenait, comme quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en essayant de réparer un gâchis avec des outils qu'il n'avait jamais appris à utiliser. Un stupide moment, ai-je répété en penchant la tête. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ses yeux sont tombés. Je ne voulais pas, tu pensais que ça ne signifiait rien, ai-je dit, pas en colère, juste clair. C'est ça que tu voulais dire. Tu pensais que renoncer à ton nom n'était qu'un coup de pub social. Une nouvelle image de marque. Un peu de théâtre pour la foule du brunch. Il n'a pas argumenté. C'était nouveau. Je pensais que je pouvais l'annuler, a-t-il dit. Ou le réparer. Tu ne peux pas, ai-je dit simplement,
comme si je disais à quelqu'un qu'il avait manqué le dernier train et que la gare était fermée. Tu n'as pas seulement enfreint une règle. Tu as déchiré le contrat et l'aligné dans le même souffle. Tu as dit que le nom ne signifiait rien, et l'héritage a écouté. Il a fait un pas en avant. Justin. Je ne savais pas que tu irais aussi loin. Je n'ai rien pris, ai-je dit en secouant la tête. Tu l'as donné. J'ai juste honoré ton choix. Il a tressailli comme si la vérité l'avait giflé. Et puis, finalement, le masque s'est fissuré. Est-ce que tu t'en soucies au moins, a-t-il dit, les yeux humides maintenant. Est-ce que ça t'importe que je sois là, essayant de réparer les choses? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'avait toujours pas appris. Il pensait que réparer cela signifiait inverser des formalités administratives. S'excuser. Cliquer sur annuler ou sur un clavier construit sur des générations. Je m'en soucie, ai-je dit. Mais s'en soucier ne signifie pas reconstruire un pont que tu as brûlé en riant. Ça signifie planter quelque chose de nouveau, ailleurs. Ce sol, j'ai fait un geste vers le treillis derrière moi, n'acceptera plus tes racines. Il a regardé les roses. C'est peut-être souvenu d'être un enfant dans notre jardin, les coupant pour sa mère aux anniversaires que je devais lui rappeler. Je peux le changer, a-t-il essayé à nouveau. Le nom, légalement, je peux. Il ne s'agit pas de ce qu'il y a sur ton permis, les jeux interrompus. Il s'agit de ce que tu voulais dire. Et ce que tu voulais dire est clair. C'est documenté. C'est viral. Et plus que ça, on y a cru. Il n'a rien dit. Est juste resté là. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme s'il avait oublié comment respirer. Je me suis retourné vers les roses. Il y a un banc près de l'étang à Carpcoy, ai-je dit, ne lui faisant plus face. Il porte le nom de ton arrière-grand-mère. Tu ne trouveras pas le mien à proximité. Ce n'est pas un accident. Une pause. La plus longue. Il n'a pas parlé. Je ne me suis pas retourné. Finalement, j'ai entendu ses pas. Pas frénétiques, pas traînants. Juste partant. Pas de cris, pas de dernière tentative. Juste de la distance. Silencieuse et complète. J'ai fait une dernière coupe sur la branche dans ma main. Une coupe nette. Le genre qu'on ne recolle pas. La salle du conseil n'avait pas changé depuis des décennies. Longue table en chêne, fenêtre dépolie, un blason de la famille Caldwell gravé dans le verre au-dessus de la cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des années. Les mêmes vieux fauteuils en cuir, un pour chaque membre votant du patrimoine. 12 au total, sauf que maintenant, seulement 11 étaient occupés. La chaise de Mason était intacte, non enlevée, non réaffectée, juste vide. Comme une cicatrice qu'on ne prend plus la peine de couvrir. Personne ne l'a mentionné. Personne n'en avait besoin. Le silence qui l'entourait était devenu partie intégrante du rythme. Lorsque le président a lu la liste de présence, il s'est arrêté une demi-seconde au nom de Mason, l'a sauté sans émotion et a continué. J'étais assis en bout de table, calme, plus âgé. Pas endurci, pas amer, juste pur. Le genre de pureté que l'on n'obtient qu'après que le feu a pris ce dont il avait besoin et vous a laissé seul dans les cendres, intact, et enfin immobile. La réunion s'est déroulée rapidement. Allocation trimestrielle, transfert d'actifs, partenariat de fondation, l'habituel. Puis sont venus les nouveaux sujets. Nous avons un dernier point avant de lever la séance, a déclaré Marian, notre directrice de trust. Elle a ajusté ses lunettes, bien qu'elle n'en ait pas besoin pour lire. La nouvelle bourse. Gérald, voudriez-vous la présenter? J'ai hoché la tête une fois. Pas de discours, pas de préambule. La bourse d'héritage Caldwell, ai-je dit, sera désormais remplacée par une bourse au mérite sous un nouveau nom, la dotation du patrimoine pour les descendants homonymes. Il y a eu un murmure de curiosité dans la pièce. Je pouvais voir les membres du conseil se pencher légèrement en avant. Les critères d'éligibilité, ai-je poursuivi, sont simples. Descendants directs de la famille Caldwell qui conservent légalement le nom Caldwell et qui ont fait preuve d'une intégrité personnelle et professionnelle liée à cette identité. Je n'ai regardé personne directement. Je n'en avais pas besoin. Quelques membres ont échangé des regards. Quelques hochements de tête discrets. L'un des plus vieux cousins, Todd, a même laissé échapper le début d'une lente expiration.
Ce genre de profonde respiration que l'on ne prend que lorsqu'un long chapitre tacite se termine enfin. Marian a levé le papier à en-tête officielle pour le procès-verbal. Tous les fonds anciennement alloués à la bourse d'héritage Caldwell ont été fusionnés dans la dotation du patrimoine, désormais détenue sous un trust irrévocable. Premier versement prévu pour le prochain cycle académique. Gérald supervisera personnellement la sélection des candidats. Je me suis adossé à ma chaise. Personne n'a prononcé le nom de Mason, pas une seule fois. Mais tout le monde l'a entendu dans son absence. Plus tard, lors de la réception qui suivait toujours les réunions du conseil, je me tenais près des fenêtres donnant sur le jardin privé. Quelqu'un a poliment demandé si la nouvelle bourse excluait les enfants adoptés. Non, ai-je précisé. Le sang n'est pas toujours inné. Mais le nom doit être choisi, gardé, porté. Je ne me suis pas attardé longtemps. En quittant la pièce, j'ai jeté un dernier regard à la chaise vacante. Pas de plaque, pas d'excuse. Juste un enregistrement silencieux d'une décision autrefois prise bruyamment, résonnant maintenant en sens inverse. Quelques jours plus tard, j'ai signé la charte de la bourse dans mon bureau. La dernière ligne disait, pour ceux qui comprennent qu'un nom n'est pas donné, il est mérité et conservé. Le document vit maintenant dans les archives Caldwell, en face de l'arbre généalogique. Et Mason, son nom toujours là, faiblement gravé. Mais à côté, une petite marque a été ajoutée, un astérisque. Il ne renvoie à aucune note de bas de page. Il signifie simplement qu'il aime.